Bonjour à toutes, bonjour à tous, je m'appelle Guillaume. Dans cette vidéo, je vais vous parler des implications sur la santé des stéréotypes de genre. Cette vidéo va plutôt concerner les hommes et les femmes, mais vous pourrez vous regarder dans une autre vidéo tout ce qui concerne les personnes dites transgenres et non conformes, et on se concentrera un petit peu plus sur les conséquences mentales également. Les stéréotypes ont a priori des conséquences mentales et physiques. Pour ce faire, on a décidé de sonder la population avec un petit sondage fait via Internet, mesure Covid oblige, afin de connaître l'avis général des personnes sur les stéréotypes et ce que ça impliquait pour elles. Alors, on a pu récolter du coup sur un échantillon d'environ 120 personnes à l'heure actuelle que 3 personnes sur 4 considèrent que les stéréotypes sont nocifs. Il y a aussi 9 personnes sur 10 qui considèrent que les stéréotypes sont impliqués dans leur vie et dans leur jugement. On a 7 personnes sur 10 qui pensent que les stéréotypes ont un impact sur leur relation familiale et 8 personnes sur 10 qui pensent que les stéréotypes ont un impact sur leur relation avec les amis et les collègues. Par contre, un chiffre un peu plus interpellant, c'est que seulement 58% des répondants au sondage ont décrété que les stéréotypes avaient des conséquences sur leur vie relationnelle avec leurs partenaires. A contrario de ces 58%, il y a 15% qui considèrent, qui ne sont pas du tout d'accord avec cette affirmation-là. On verra par la suite que justement, il y a quand même des possibilités de- d'implication dans la vie de couple à cause des stéréotypes. Parlons à présent des implications des stéréotypes sur la santé d'une manière un peu plus générale. On a pu découvrir que certaines maladies étaient dites genrées. En effet, prenons l'exemple de l'infarctus du myocarde, c'est une maladie dite un petit peu plus masculine. Donc ce qui va se passer, c'est que si une patiente d'une identité féminine vient à l'hôpital avec des douleurs dans la poitrine, elle ne sera pas tout de suite prise en charge. Il y a déjà un temps d'attente qui est plus long que par rapport à une personne d'une identité masculine. Et alors, ce qui va se passer, c'est que les praticiens qui sont là-bas auront plus facilement tendance à donner un anxiolytique plutôt qu'à effectuer un électrocardiogramme ou des examens. Donc, on voit déjà bien ici qu'il y a un problème au niveau des stéréotypes. Pourquoi est-ce qu'une femme ne pourra pas également être atteinte d'un infarctus du myocarde? Il en va de même pour toutes les maladies cardiovasculaires qui sont moins souvent diagnostiquées chez les femmes, car les maladies cardiovasculaires sont considérées comme des maladies d'hommes. Pour illustrer cela, une étude a été réalisée sur 1000 patients dans divers hôpitaux des États-Unis, du Canada et de la Suisse, où on a pu en tirer les conclusions suivantes. Il y a 29% des femmes qui étaient en suspicion d'infarctus qui ont été soumises à un électroencéphalogramme pour 38% d'hommes, ce qui fait quand même une différence de plus de 10%. On notera également que les femmes sont souvent sous-représentées dans les essais cliniques concernant les maladies cardiovasculaires. On a environ seulement un tiers de femmes qui sont présentes là-dedans. Pourquoi? Ben simplement parce qu'on considère que les femmes ont moins tendance à développer des maladies cardiovasculaires et que lors d'une suspicion de maladie cardiovasculaire, eh bien, elles auront moins de chances de l'avoir réellement qu'un homme. Ce qui est totalement absurde parce que lorsqu'on a une suspicion d'infarctus pour un homme ou pour une femme, les conséquences sont les mêmes si la personne fait réellement l'infarctus. Un autre exemple concernant également les maladies plutôt genrées, on va parler de l'ostéoporose. L'ostéoporose est une maladie dite plus féminine et donc à ce moment-là, les hommes seront moins soumis à des tests pouvant prouver la présence d'ostéoporose. Mais évidemment, l'ostéoporose dépend aussi d'autres facteurs comme le mode de vie, la nutrition et bien d'autres. Donc tout ça est à prendre évidemment avec des pincettes. Parlons à présent des plus jeunes, à savoir les ados. L'adolescence est une période charnière dans la construction de l'identité de soi et être victime de stéréotypes à ce moment-là de la vie peut avoir des conséquences néfastes, tant sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, ou alors peut également amener à développer des complexes par la suite. Prenons l'exemple des femmes qui, d'après la société, devraient être douces, conciliantes, adhérer aux standards de la féminité. Le terme standard pose déjà ici problème parce qu'on nous enferme dans une case dans laquelle on devrait
se conformer et non pas on doit. On prend l'exemple des hommes qui pourraient développer des complexes parce qu'ils ne correspondent pas à l'archétype de l'homme viril tel qu'il est décrit. Un homme viril, c'est un homme fort, un homme insensible, un homme conquérant, d'accord? Et tout ça, on pourrait créer des complexes si on n'y correspond pas. Toutes ces problématiques peuvent aussi amener à vivre des soucis dans la vie de couple, avoir des relations difficiles. En effet, le fait d'avoir un homme viril qui a été ancré dans la société, qui a été décrit dans la société comme un homme viril, il pourrait se comporter de la sorte. Et la femme également, comme une question. Donc on pourrait avoir un homme viril et conquérant et une femme qui est un peu plus soumise. Du coup, on pourrait potentiellement amener la question du viol dans les relations de couple, ou alors même dans les relations amicales qui peuvent tourner de la sorte. Donc, à savoir que les femmes pourraient accepter des pratiques sexuelles dues à leur bienveillance, parce qu'elles veulent bien faire, elles ne veulent pas décevoir. De plus, le genre et l'orientation sexuelle peuvent amener à différents niveaux de pathologisation chez les professionnels de la santé. En effet, il y a encore très très peu d'informations et cela est très peu connu également des cliniciens et des professionnels de la santé. Et donc, en fait, ceci pourrait amener à des problèmes de diagnostic et de compréhension lorsque des personnes dites transgenres et non conformes viendraient consulter. Pour rappel, une personne non conforme, c'est une personne qui ne s'identifie à aucun genre imposé par la société. Si vous voulez en savoir plus sur ces personnes-là et ce qu'il en incombe, n'hésitez pas à aller checker une autre vidéo. Toujours d'après cette étude, on a constaté que les femmes hétérosexuelles étaient plus souvent diagnostiquées atteintes de kleptomanie, de masochisme, de nymphomanie ou encore d'hystérie, tout ça dû aux stéréotypes de soumission qui se sont construits autour d'elles, comme on a déjà pu en parler précédemment. En 2013, le DSM-5 reclassifie Gender Identity Disorder en Gender Dysphoria, tout ça pour éviter la pathologisation, mais cette classification continue de décrire la stigmatisation comme une maladie mentale dépendante d'une détresse ou d'un déficit. Revenons à présent au problème de l'information chez les praticiens concernant les personnes trans et les personnes non conformes. En effet, si ceux-ci décident de se rendre chez un praticien ou un professionnel de la santé pour être écoutés, entendus, elles peuvent subir des microagressions. Des microagressions, c'est par exemple du misgendering, c'est-à-dire la non-reconnaissance du genre de la personne, ou alors utiliser un mauvais pronom, ou alors directement le mauvais prénom pour se référer à la personne en tant que telle. Donc ces personnes qui sont victimes de microagressions sont sujettes alors à ne pas chercher d'aide du tout chez les praticiens, et il arrive même que les praticiens eux-mêmes refusent d'aider ce genre de personnes, ce qui est du coup totalement en désaccord avec l'éthique des professionnels et totalement en accord malheureusement avec tous les stéréotypes qui sont actuellement instruits et construits par la population en général. Revenons à notre questionnaire. Nous avons demandé aux personnes sondées si elles avaient déjà été victimes de stéréotypes. Et 6 personnes sur 10 ont déjà été victimes de stéréotypes. Parmi ces personnes victimes de stéréotypes, 3 personnes sur 10 le sont régulièrement et 6 sur 10 le sont quelquefois. Mais quelquefois, c'est déjà bien trop souvent, malheureusement. Parce que oui, ces personnes ont des sentiments, ils ressentent certaines choses et ils sont mis à mal par rapport à ces stéréotypes. En effet, ces personnes ressentent du rejet, de l'injustice, de la fatigue, un sentiment de complexe, de honte. Ces personnes se sentent vulnérables, dévalorisées, mais principalement en colère de voir que c'est encore possible de nos jours d'avoir autant de victimes de stéréotypes. Certains témoignages nous sont arrivés en nous disant que la personne s'est sentie déshumanisée, complètement déshumanisée par rapport à cette situation. Elle ne voulait plus vivre. On a eu aussi un témoignage qui nous a dit que la personne a changé en tant que telle. Elle se décrivait comme un genre et elle a décidé de changer de genre pour ne plus devoir être victime de ces stéréotypes.
Une autre personne nous a témoigné que maintenant elle avait décidé de rester chez elle, de ne plus sortir, de ne voir personne. Cela lui crée donc de l'anxiété sociale et la peur de rencontrer d'autres personnes. Concernant les solutions, il n'existe pas de solution miracle, malheureusement, mais informer les praticiens et leur donner plus de ressources, ainsi qu'aux professionnels de la santé, pourrait déjà être une avancée au niveau de la compréhension des personnes transgenres, non conformes, cisgenres, bisexuelles, non binaires et LGBTQI+. Toutes ces personnes-là, on peut également tenter d'instaurer ces sujets dans les cours, dans les établissements scolaires, sous forme d'éducation sexuelle, d'ouverture au monde, pouvoir avoir un esprit un peu plus critique par rapport à la société actuelle, parce qu'évidemment c'est chez les jeunes qu'on va pouvoir développer le meilleur esprit critique pour qu'ensuite ils puissent justement partager ça avec leurs copains, leurs copines, les collègues, etc. et instaurer du coup cette nouvelle façon de penser. On peut également supprimer les genres, c'est un témoignage qui nous est parvenu, c'est une solution un petit peu plus radicale, mais ça pourrait permettre à tout le monde de s'exprimer tel qu'il est. On a eu aussi un témoignage concernant l'amélioration du DSM, comme vous avez pu le voir, il y a une définition 2013 qui est sortie, mais cette définition-là n'est pas encore assez claire et assez inclusive par rapport à tous les genres qu'il existe. Donc c'est aussi une solution qu'on pourrait apporter, qu'on pourrait modifier. Mais principalement, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir sa perception des genres, ou se diversifier, être un peu plus critique et accepter vraiment les personnes telles qu'elles sont. Et pour ça, le meilleur moyen de se faire, c'est tout d'abord de s'informer sur tous les genres qu'il existe via des vidéos comme celle-ci ou alors différentes lectures dont nous nous sommes servis pour faire ces vidéos. C'est donc sur ces pistes de prolongement et ces possibles solutions que nous allons nous quitter pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez été un peu plus instruit sur tous les genres et les problématiques que cela incombe, surtout sur l'implication de la santé, parce que c'était le thème de cette vidéo. Tous les articles qui nous ont servi sont dans la description ci-dessous. Vous pouvez toujours y jeter un petit coup d'œil et également aller en consulter d'autres. Et je vous invite évidemment à partager cette vidéo afin de sensibiliser la population générale à toutes ces problématiques et à regarder potentiellement d'autres vidéos sur cette même chaîne afin d'en apprendre davantage. Je vous remercie, à bientôt.